Bienvenue chez Reset Your Mind. Vous écoutez le 91e épisode. Aujourd'hui, je reçois une femme dont le parcours parle à beaucoup. Beaucoup plus de monde qu'on ne le pense. Lucie Lebaz. À la tête de son agence de personal branding, autrice du livre J'ai peur mais j'y vais aux éditions du Nose et aussi entrepreneuse. Ce qui m'a attirée chez Lucie, c'est qu'elle n'est pas née avec un plan tout tracé. Elle a grandi dans une banlieue parisienne avec cette sensation parfois qu'il faudra aller chercher plus loin, mais surtout aller découvrir, qu'il y avait beaucoup de choses à découvrir. Alors Lucie, très vite, mine de rien, tu pars étudier à Paris, au Canada aussi, un peu plus loin, travailler à Londres, sortir du cadre très tôt. Pas par confort, mais par nécessité intérieure, je dirais, par curiosité. Donc très jeune, Lucie, tu choisis aussi cette indépendance, pas la version Instagram, hein, pas celle qui envoie des paillettes, surtout à l'époque, mais plutôt la vraie, celle où l'on doute aussi, où l'on apprend et où l'on se construit seul aussi, souvent, mine de rien. Aujourd'hui, Lucie, tu diriges une agence de personal branding dédiée aux dirigeants et aux entrepreneurs. Tu es donc experte dans ce domaine-là. Tu es donc entrepreneuse depuis de nombreuses années aussi maintenant. Et tu es aussi autrice de ce livre dont on va beaucoup parler un peu plus tard dans l'épisode. Ce fameux livre, J'ai peur, mais j'y vais. Alors, c'est un livre qui parle pas forcément de courage spectaculaire, mais de décisions silencieuses, intérieures, qui changent une trajectoire, qui ont un impact phénoménal, au-delà de ce qu'on imagine aussi très souvent, de ce moment où l'on choisit d'avancer, même sans certitude, je dirais, et surtout sans validation. Alors, je vais déjà commencer par te remercier d'être là, d'être à notre micro, et sois la bienvenue, cet espace est pour toi. Merci Stéphanie, merci pour cette introduction très complète et juste aussi. Je suis ravie d'être ici. Ah, super. Alors ici, si on comprend Bobine un petit peu, avant le livre, avant l'agence, euh, et avant Londres, je dirais, qui était cette jeune femme? Qu'est-ce qui t'a poussé justement à aller faire des études au Canada? Cette envie de bouger aussi? Euh, Qu'est-ce que ça a forgé chez toi? Ton regard, ton ambition? C'était quoi ton moteur? Euh, la curiosité, tu D'accord. en as parlé tout à l'heure, c'est un mot qui me parle énormément, c'est toujours ce qui m'a beaucoup drivé dans tout en fait. Même dans mon quotidien, dans ce que je fais, dans mes hobbies, voilà, dans mon temps libre. J'aime bien expérimenter, j'aime bien tester ce que je ne connais pas. Et le voyage, l'expatriation, me faisait rêver en fait. Ça me faisait rêver, je sentais que ça allait créer chez moi une bascule. Mhm. Et ce que j'avais aussi vu à Paris ne m'avait pas forcément parlé, ça n'avait pas fait écho chez moi depuis mes études hein, jusqu'à, on va dire, le début de ma vie professionnelle. Ce que j'avais fait en tant que stagiaire à Paris, le monde des agences aussi à Paris ne m'avait pas convaincue, D'accord. même lorsque j'étais étudiante. C'est-à-dire que je faisais mes stages parce qu'il fallait faire des stages, mais à chaque fois que je rentrais, je me dis, mais en fait, j'adore rentrer à l'école parce que j'adorais mes études, j'ai adoré mon école, j'ai adoré mes études supérieures. Maintenant, le monde du travail me barbait. Je trouvais que D'accord. c'était vraiment d'un ennui incroyable. Et je sentais qu'en fait, j'étais appelée à faire d'autres choses. Et cette autre chose, peut-être que c'était déjà ailleurs. Et donc, j'ai eu cette opportunité pendant mes études à Paris, donc mes études en communication visuelle et art graphique, que mon école propose des échanges universitaires. Et c'est Ouais. là où, en fait, il y avait très peu de place et j'ai, en fait, tout fait pour avoir ma place parce que je sentais un besoin, mais alors vraiment très, très fort, très intense, de sortir de cet environnement où je m'ennuyais, en fait. Mhm. Et où je sentais pas de perspective réelle en fait au-delà de mon diplôme. Je me dis mais en fait qu'est-ce qui m'attend en fait? C'est de trouver un job en tant qu'assistant DA, enfin pour faire quoi? Des photocopies, de la recherche Google, du détourage Photoshop. À l'époque ça pouvait être ça en fait, hein, les tâches un peu ingrates qu'on donnait à un stagiaire ou à un junior, ça pouvait être ça. Et observe et tais-toi, c'était un peu ça. Et je sentais que le voyage et ce qui se passait à l'étranger, et puis voilà, je fouillais beaucoup de choses sur Internet, hein, on est au début, faut remettre les choses, enfin voilà, on est au début des années 2000.
je regarde beaucoup de choses sur Internet, je me dis, mais en fait, il se passe beaucoup de choses ailleurs, en fait. Mm. Donc, cet ailleurs, comment je peux l'atteindre, en fait? Moi, je viens pas d'un milieu intellectuel, je viens même pas d'un milieu vraiment d'ultra-entrepreneur. Donc, je me dis, mais comment je peux ouvrir mes options? Mhm. Comment je peux me créer une Mhm. grande carrière? C'était comme ça que je pensais à 20 ans, en fait. C'était D'accord. vraiment le mot grande carrière. Aujourd'hui, c'est pas vraiment l'expression que j'utilise, mais en tout cas, à 20 ans, c'était ça qui me faisait vibrer. Et donc, je me dis, mais en fait, déjà, il faudrait que je parle anglais. Et puis, moi, l'anglais, ben, j'ai un niveau bac, niveau pourri, En France, on niveau n'est pas les nul. meilleurs, effectivement. Donc, comme une Française qui a fait ses études en France, et voilà. Et puis, donc, je décide de faire cet échange universitaire. Donc, je fais cet échange, je pars au Canada et là, je rentre forcément, mais en mode. En fait, j'ai bien fait d'aller voir parce que ça m'a fait confirmer une chose, c'est que ma place n'était pas ici. Elle n'est pas à Paris. Ouais, Donc, je d'accord. termine mes études parce qu'il me restait encore quelques mois pour obtenir mon diplôme, vu que le Canada, c'était une tranche, en fait. Et là, en fait, je me dis, mais je commence à taper du pied et je me dis, mais faut vraiment que je me trouve une opportunité. Mais alors, je ne sais pas, soit je retourne au Canada, soit au Canada, quand j'étais à Québec, ils parlaient de Montréal et de New York, pas mal. Sinon, plus près de la maison, c'est Londres. Ok. Voilà. Et là, forcément, quand on a une idée en tête, je ne sais pas si tu penses de cette manière, mais en fait, moi, à chaque fois dans ma vie, dès que j'ai eu un objectif, il y a eu des opportunités qui se sont concrétisées, qui se Ils se sont sont révélés présentées bizarrement. Mm. pour concrétiser cet objectif. Donc, comme quoi, quand on a quelque chose en tête, parfois les planètes s'alignent. Mm. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, là, ça s'est passé de cette façon. Je me suis dit, bon, en fait, ben, Londres, ça serait intéressant. Et il se trouve que, en fait, je connaissais en fait une agence qui était et à Paris et à Londres, Mhm. qui avait envoyé des étudiants de mon école à Londres. Et donc, ben, j'ai été frappée à la porte du bureau de Paris pour aller à Londres. Donc, l'agence s'appelle, parce elle existe toujours, c'est une agence de brand design qui s'appelle Landor, donc, qui fait partie d'un groupe qui s'appelle WPP. Mhm. C'est un grand groupe de communication. Et donc, c'est une agence américaine qui avait donc évidemment des bureaux aux États-Unis, un bureau à Paris, qui existe toujours, et une entité à Londres. Et donc, moi, avec mon anglais niveau nul, ben, je vais quand même au bureau de Paris pour me présenter pour le bureau de Londres. Le directeur de création anglais vivant à Paris me dit, OK, pas de problème, il regarde mon portfolio. Il me dit, c'est bon, je te soutiens pour t'envoyer à Londres. Donc, j'obtiens un stage, hein, pas d'emploi, un stage Ouais, un stage. après mon diplôme, donc ce qu'on appelle postgraduate et placement, ça s'appelle. Mhm. Et donc, je pars à Londres en septembre 2005. J'obtiens mon diplôme en juin, je passe l'été et je pars en septembre 2005. Et là, en fait, l'aventure commence. J'étais censée rester un mois à Londres et je suis restée quasiment 5 ans. Voilà. Ouais. Donc, j'ai tout fait pour pas rentrer à Paris parce que je sentais que mes armes, c'était là-bas qu'il fallait que je les fasse parce que je sentais que Paris s'ouvrirait à moi aussi si je construisais une expérience significative qui Mm. fasse la différence le jour où je décide de rentrer, en Ouais. fait. Et ça a marché, en fait. J'aurais C'est pas eu le même poste, les mêmes opportunités si j'étais rentrée, si j'étais sortie de l'école directement en me présentant dans des agences parisiennes. Donc voilà. c'est à la fois un chemin classique et pas classique, je dirais. C'est-à-dire que cette envie d'autre, ça arrive fréquemment, surtout quand on est dans des écoles, dans ce cursus-là. Mais en même temps, tu es allé te créer toutes ces opportunités-là. À quel moment tu comprends que tu vas pas suivre un chemin plus traditionnel, je dirais? Ben, en fait, moi, enfin, alors, je veux pas que ça sonne prétentieux ou quoi, mais je me suis toujours sentie en décalage. Ok. Toujours, hein. Enfin, toujours pas à côté de la plaque, mais
la majorité pense ça, bah, moi je pense autrement. Euh, dans les goûts, dans les préférences, même dans le lifestyle, enfin, que ce soit en agence, que ce soit à l'école, enfin, pour être très concrète, même dans la façon de vivre, en fait, moi je n'étais pas une étudiante qui allait dans les clubs, qui fumait des bédos, qui buvait, enfin. Non, j'étais assez différente. Donc, et je m'intéressais à d'autres choses, en fait. Et j'avais une façon de passer aussi qui était toujours un peu à rebrousse-poil. Donc, en fait, D'accord. du coup, très tôt, un, je me sens assez seule. Et deux, je me dis, bon, bah, en fait, cette solitude, elle me permet de me concentrer aussi sur ce que je veux et ce qui me booste. Mm. Donc, je sais très tôt que j'ai envie de voyager. Je sais très tôt que j'ai cette détermination d'aller chercher les choses parce que je sais que, bah, en fait, elles tombent. En tout cas, pour moi, rien n'est tombé comme ça. Boum. Alors, il y a des opportunités qui se sont présentées, mais parce que j'avais déjà enclenché une, Des actions. Parce une que action. Voilà, c'est c'est toi ça. qui allais taper au Et bureau de exprimer une Paris. volonté. Voilà. Mm. Et Mm. donc, pas cette différence, mais plutôt cette singularité, ce fait d'être attiré par autre chose, de fonctionner autrement, de penser autrement, c'est aussi ce que tu as cultivé aussi quelque part et qui a fait qui t'a donné cette envie de continuer à faire autrement, d'aller taper à la porte du bureau de Paris pour aller postuler à Londres. C'est aussi devenu une force. Ah ben parce que en fait, alors déjà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon métier de créative, hein, parce que quand on vous paye pour avoir des idées, ben, c'est pour avoir des idées différentes de celles du client ou de Madame Michu. Donc c'est toujours important d'avoir ce muscle, de se dire, ben, en fait, comment ça pourrait être différent, en fait, et à l'envers, et à l'envers, et à l'envers, ou différemment, et en fait, d'avoir un espèce de cerveau Rubik's Cube, comme ça, qui a toujours cette gymnastique. Et en fait, c'est pour ça que finalement, enfin, c'est pas que j'ai un esprit de contradiction, mais en tout cas, c'est un réflexe, en fait. C'est une déformation que de regarder toujours les choses de façon différente. Mm. Donc ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours de créatif. Et pardon, j'ai loupé le fil de ta question. C'était quoi juste avant? Ouais, cette singularité, en fait, tu en avais fait une force aussi. À la nourrir, parce qu'à un moment, tu as dit, je me sentais quand même seule dans cette singularité-là, dans le fait de fonctionner différemment, mais c'est devenu une force et un atout sur lequel t'appuyer dans ton domaine. Bah, en fait, oui, ça m'a aidé en fait parce que j'ai compris que quand j'usais de détermination, je finissais par obtenir les choses qui me faisaient vraiment plaisir. Mm. Et ça, je l'ai compris très tôt. Ok. Donc, j'ai compris que en fait, euh, les choses ne se faisaient pas toutes seules parce que mon succès ou certaines réussites, c'est aussi avec l'aide d'anges gardiens, de mentors, de personnes qui ont vu chez moi un potentiel et qui ont décidé de m'aider de façon complètement genuine et généreuse. Et donc ça, ben, j'en suis mais vraiment reconnaissante. Ne serait-ce que cette personne qui m'a validé mon stage. Je veux dire, Mm. la trajectoire aurait été certainement différente. Mais ça peut être aussi au détour d'une conversation. Enfin, voilà, les idées sont partout. Après, effectivement, c'est moi qui ai posé les actions pour aller saisir ces choses-là. Donc, oui, enfin, le fait de penser différemment, ça m'a isolée. Maintenant, ça m'a aussi créé quelque chose d'un petit peu plus sur mesure aussi pour moi. D'accord. Et c'est pour ça que à chaque fois que j'ai voulu re-rentrer dans un moule beaucoup plus commun, où les règles étaient pour tout le monde, c'était beaucoup plus difficile pour moi. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas travailler avec les autres, c'est juste que j'avais besoin de créer un environnement Mm. euh, qui me corresponde, en fait. Qui soit moins coûteux en termes d'énergie, qui soit moins C'est coûteux ça. en Voilà. cadrage, Ah, en... mais oui. Et vraiment, à chaque fois que j'ai essayé, c'est pas que j'ai pas essayé, c'est que à chaque fois que j'ai essayé, ça ne m'a pas, ça ne m'a pas aidé, en fait. Ça m'a plombé. Ouais. J'étais Et en suradaptation, en fait. la suradaptation mène à de l'hypervigilance perpétuelle pour t'assurer que tu es bien dans les clous et donc épuise aussi beaucoup plus, mine de C'est rien. ça. Et pour un Ah. métier de créative, effectivement, je pense que tu as besoin de toute ton énergie pour avoir cette En créativité. théorie, oui, mais certains environnements que moi je qualifierais de toxiques ne permettent pas ça.
Ouais. Et ça, c'est une vraie, enfin, c'est une réalité, hein. Mm. Après, moi, ça fait longtemps que j'ai quitté le monde des agences. Maintenant, ça fait un petit bout de temps. Mais à l'époque, c'est vrai que on te demandait d'être créative et de rentrer dans un moule. Mm. Et un moule que, selon eux, n'était pas un moule. Enfin, je veux dire, mais c'était leur moule. Il fallait Ouais. rentrer dans leur moule. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, moi, en fait, m'a beaucoup étouffée. En fait, Ouais. vraiment, rien que je t'en parle, j'ai, tu vois, cette pression sur la Ah oui. poitrine, rien que quand j'y repense. Vraiment, c'est D'accord. très physique chez moi. Et c'est une des raisons justement parce que tu te mets à ton compte très jeune, tu décides de revenir aussi en France. Pourquoi? Choix assumé, nécessité, instinct. Du coup, j'ai un peu eu un début de réponse ici en me Alors, disant, bah, oh, je me sens à l'étroit. je rentre de Londres à Paris, donc j'ai une très bonne opportunité donc, dans une belle agence. Euh, Là, je me suradapte totalement et puis je me dis, bon, ben voilà, je dois réussir. Il y avait beaucoup Je il faut, dois. je dois, hein. Rappelle-toi, enfin, je t'en ai parlé, j'ai eu une éducation quand même très stricte, malgré tout, très cadrée. Et donc, la notion de réussite, elle était quand même Présente. assez naturellement apposée, en fait, et ancrée et engrammée dans ma tête. Mm. Donc, en fait, pour moi, il fallait que ça le fasse. Mm. Donc, je suis rentrée en France, je vais dans cette agence, et là, en fait, je travaille énormément, mais tellement, enfin, j'ai une grosse capacité de travail. Et quand on est en agence, ben, en fait, tu es obligé d'en avoir une grosse capacité de travail. Et en fait, je suis tombée carrément, je pense que je le savais pas, je pense qu'on n'en parlait pas. À cette époque, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Je te parle de ça, c'était il y a plus de 15 ans. J'étais en burn-out. En Mm. fait, j'étais malheureuse en burn-out, mais je travaillais énormément, 70 heures par semaine, Mm. parfois la nuit, parfois le week-end. Donc, je pars, j'enchaîne avec une autre petite agence, je me dis, bon, ça sera plus humain. Et là, je vis un harcèlement moral. Et Ouais. en fait, je travaille énormément et en plus de ça, j'ai un tyran qui est mon boss, enfin ma boss à Mm. l'époque. Donc, je ne me sens pas bien et je me dis, mais en fait, le problème, c'est moi. Ouais. Euh, Toujours. Bah oui, et puis j'avais pas cette Mm. maturité, j'avais pas, voilà, je me suis dit, bon, bah voilà, si ça convient aux autres, pourquoi moi, ça me convient pas? Mm. C'est quoi le problème en fait? Je me connaissais pas très bien, hein. Enfin, je veux dire, là, je te parle de moi parce que, voilà, j'ai 42 ans, j'ai appris à me connaître, Mm. mais à l'époque, on parle d'une toute petite trentaine, toute petite, Mm. avec quelques années seulement d'expérience professionnelle, toujours à vouloir bien faire, à Oui, un vouloir niveau d'exigence élevé. très élevé, très très élevé. Je veux dire, j'avais fait des belles études, mes parents, voilà, m'avaient payé ces études, j'avais été au Canada, j'étais partie à Londres, fallait que je continue dans cette belle lancée. Et Mm. puis, je voulais pas les décevoir. J'étais encore dans ce complexe de la petite fille qui Mm. cherche à être validée par ses parents. Donc, Ouais. et ça. Bah voilà, c'est pas étonnant même à 30 ans d'être là-dedans en fait, genre, si on se connaît pas, si on n'a pas appris à se déconstruire à ce niveau-là. Mm. Donc, donc je suis assez dure avec moi-même. Donc niveau d'exigence plus 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 et là je me sens pas bien. Donc ben en fait là je quitte l'agence et je me dis bon ben j'adore mon métier. Moi la créa c'est Ouais. mon truc, C'est la ça qui te marque c'est mon raccroche. truc. Donc, je ne Tu remets te pas ça raccroches en à ça. question, mais la retraite, elle est loin, tu vois, dans ma tête, je me dis, mais elle est loin, la retraite. Attends, j'ai 30 ans, comment ça se passe? Tu vois? Donc, voilà, je ne vais pas être serveuse. Enfin, et encore qu'il y a des moments où j'aurais préféré être vendeuse de fringues chez Zara ou aller travailler au McDo. Je veux dire, c'est pas de la condescendance, mais j'aurais préféré faire un job sans aucune responsabilité, avec un moindre salaire que parfois de vivre ce que j'ai vécu. Tu Mm. vois, j'en étais là, Ouais. vraiment dans Mais cet tu te état raccroches d'esprit. à ton job, à ce que tu aimes faire, mine de rien. Ouais, je me raccroche à ça et je me dis, attends, ok, la solution, ça va être le free. Ok. C'est À une époque allez, je où, me mets bon, en free. il y a déjà du free, mais quand même, c'est pas si De courant quoi? que ça. Je dis à une époque,
puisque c'est quand même il y a quelques années en arrière, où il y en a déjà, mais pas aussi... Des freelances? Ouais, Ah si, il y en avait quand même pas mal, hein. Moi, j'en ouais, croisais beaucoup en agence. En tout cas, dans mon domaine, il y en avait quand même beaucoup des DA freelance. Il y avait du boulot pour tout le monde. Maintenant, d'accord. je trouve ça quand même assez dur à cette époque de se vendre. Encore plus quand je pense que le problème vient de moi. Donc, je mets à fond l'emphase sur mon portfolio, sur mes diplômes, sur les noms Ouais. d'entreprises par lesquelles je suis passée. Hmm. Et donc, en fait, je mets vraiment ça en avant. Et je parle pas de moi, je parle pas de mon histoire, je m'efface. Et je trouve que c'est vachement dur de trouver des clients à ce moment-là. Ouais, d'accord. Et donc, en fait, si tu veux, j'avais été marquée par ces expériences professionnelles parisiennes. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que je réalise avec le temps et avec la cicatrisation que ben, plus je suis authentique avec mes clients, plus je leur raconte mon histoire, plus le lien se crée. Et Hmm. donc, en fait, la fidélisation aussi se fait comme ça. Et donc, ben, le temps passe, mon freelance passe très bien, je gagne très bien ma vie. Et donc, une année, 2 années, 3 années, quatre, cinq. Et au bout de peut-être 6 ans de free, je me pose la question. C'est comme si j'arrivais à un espèce de plateau, genre en mode, je maîtrise bien, j'ai des clients, je gagne ma vie tout à fait correctement, mais là, je commence à m'ennuyer. Hmm. Hmm. La curiosité qui revient, le goût Bah, du en fait, challenge qui le revient. challenge qui était challengeant n'est plus un challenge. Hmm. Bon, alors, je suis pas une capricieuse, hein, c'est pas venu au bout de Non. 3 mois, c'est venu au bout de 6 ou 7 ans Hmm. de freelance et donc une quinzaine d'années d'expérience au total. Donc à ce moment-là, on est en 2000. Alors je me rapproche un peu plus de l'humain. Je fais une formation en UX design et là je découvre le monde de l'expérience utilisateur que je connaissais pas, et en même temps qui est très compatible avec le monde de la marque, Tout à puisque fait. en fait on s'intéresse vraiment à l'autre, à Hmm. l'utilisateur, à l'humain, au consommateur, à l'utilisateur final. Et ça me plaît parce qu'il y a de la psychologie, il y a de la compréhension, il y a comment les gens raisonnent et ça me plaît beaucoup et ça me fait sortir de tout ce qui est graphisme en fait et communication visuelle. Même si j'aimais beaucoup ce que je faisais, finalement j'étais vachement en conversation avec mes outils plus qu'avec mes clients. Mhm. Et en fait, je fais cette formation, je commence à faire un peu du X à côté du brand design. Et en fait, je me rapproche un petit peu plus de l'humain. Et à ce moment-là, l'année d'après, en 2019, je me dis, bon, bah, en fait, ce que j'aimerais, c'est enseigner. Et donc, je commence à enseigner D'accord, et ça génial. me plaît. Ça me Mhm. plaît. Alors, évidemment, enfin, voilà, je découvre aussi le monde de la pédagogie bah là, la nouvelle génération. Moi, j'étais de l'ancienne, donc j'ai dû réapprendre à transmettre. J'ai dû apprendre à transmettre et réapprendre à m'ajuster aussi à des nouveaux discours, à des nouvelles générations, des personnes de 20 ans qui n'avaient pas reçu les mêmes repères que moi. Comment les écoles aujourd'hui fonctionnent, c'était toute une adaptation pour moi, mais et c'était pas facile. Mais j'ai tenu bon parce que ça me plaisait, puis je sentais que ça me faisait grandir en fait. Ça me faisait grandir en termes d'humilité parce que quand tu as un jeune qui ne t'écoute pas, mais quand même tu dois lui faire court, comment tu réagis en Mhm. fait, tu vois? Donc voilà, on n'est pas dans les années 60 où Mhm. on tape sur les doigts, on n'est pas dans les années 80 où on fait un zéro pointé, on n'est pas là-dedans. Voilà, on est post-Covid, on est dans la génération Z. C'est complètement différent. Les écoles fonctionnent différemment. Mhm. C'est différent. Donc là, grosse leçon d'humilité, grosse leçon d'intelligence relationnelle. Ah, ok. Et puis, grosse leçon aussi de structuration, de transmission et de prise de parole en public. Mhm. Donc, pour moi, c'est un apprentissage. Merci finalement les écoles, parce que moi, ça m'a vachement aidé en fait. Aujourd'hui, Ouais. je fais de la formation en entreprise. Mhm. Alors, même si c'est pas les mêmes publics, en fait, ça m'a énormément aidé de me faire les dents finalement en école. Moi, je sais que j'adore intervenir en école aussi parce que justement, tu apprends autant que ce que tu transmets. Ah ben Tu oui. repars Eh toujours oui. avec énormément de learnings, d'apprentissage, parce que oui, c'est pas les mêmes générations, c'est plus les mêmes codes. Et pour avoir donné quelques cours à HEC en l'occurrence, ça,
ces nouvelles générations cogitent très très vite, percutent très très vite. Oui, et elles n'ont pas le même sens du respect que ce que tu as pu apprendre toi avant, en fait. Oui, Donc, ce qui pouvait la être posture du prof, elle est vraiment différente. exactement, ce qui pouvait être peut-être étouffant sur nos générations où on n'osait pas, là il y a une espèce de liberté d'expression, d'échange et de construction, de co-construction que je trouve qui est très, très riche puisque tu repars avec autant d'apprentissage que ce que tu... Ouais, non, non, c'est vrai. Ils sont. Et puis, sur certains aspects, je dis bien sur certains aspects, ils sont assez matures puisqu'ils ont parfois déjà un pied dans le Mm. monde professionnel. Moi, quand j'ai fait mes études, il n'y avait pas encore l'alternance, ça n'avait pas C'est ça. encore été mis en place. Mm. Donc, ça a commencé juste après que j'ai commencé à travailler, ou peut-être une année avant. Mais à l'époque, on faisait que des stages, on faisait pas Ouais. de l'alternance. Donc, en fait, c'est déjà des personnes qui ont déjà un peu enfin, de bagage. Mm. Euh, Pourquoi je disais ça? Pardon. Donc oui, ah oui, oui, oui. Donc en 2020, je commence à faire... non, en 2019, je fais de l'enseignement. Et l'année d'après, donc en 2020, je me dis, mais en fait, là, l'ADA, ça résonne plus. Plus Ouais. Et autant. c'est ça qui t'amène au personal Et branding en c'est ça fait. qui m'amène au personal branding, parce que le branding, ça restait quand même, je veux dire, quasiment toute ma vie professionnelle. Donc Mm. je sais ce que c'est qu'une marque, je sais les créer, je sais leur donner vie. Mais je voulais l'adapter à l'humain. Et comment on fait pour, quand on est un humain pour devenir une marque? Ben, c'était ça ma problématique. Mm. Et comment on fait quand on est timide pour prendre la parole et devenir une marque incarnée? Ça a été ma problématique première. C'est-à-dire que je me suis d'abord adressée donc aux entrepreneurs qui n'osaient pas se mettre en avant. Mm. Et c'est là où en fait je lance mon premier programme à l'été 2020 dédié à cette niche, mais une grosse niche parce qu'il y a finalement énormément de personnes dans l'entrepreneuriat qui n'osent pas se vendre. Oui. Et je prends bien cette expression parce qu'elle elle gratte un peu. Se vendre dans le sens se valoriser, dans le Mm. sens se faire de montrer sa différence, d'exprimer son potentiel et Mm. incarner vraiment sa singularité. Donc voilà, et c'est là où en fait je commence à accompagner des personnes. Il y avait une note un peu au début de développement personnel Mm. qui fait que, en fait, j'avoue qu'au début, j'ai parlé aussi de coaching et aujourd'hui, je parle beaucoup plus de conseils puisque, avec le recul, c'est davantage de la communication que je Mm. fais plus que du développement personnel. Maintenant, évidemment, comme on ne fait qu'un et que tout est relié, quand on Et qu'on commence s'adresse à de l'humain. bah oui, en fait. Et quand on commence à comprendre en quoi on est différent et pourquoi c'est valorisant, Mm. et en fait, finalement, ça débloque certaines inhibitions, ça débloque une certaine une timidité qui était très présente et ça commence à faire un travail par conséquent. Mm. Mais voilà, donc Parle-moi du au début, personal brand. je me suis positionnée là-dessus. Mhm. Et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, c'était davantage du conseil Mhm. de la formation et vraiment de l'accompagnement au sens large. Mm. Voilà. Parle-moi du personal branding. Quelle est toi ta définition et pourquoi c'est aussi important d'investir cette zone-là? Et Bien après, on sûr. passera sur le livre aussi que je trouve top. Alors, le personal branding, c'est cette capacité à ne plus jamais passer inaperçu dans votre monde professionnel. Mhm. De pouvoir laisser une empreinte si forte dans l'esprit de vos pairs, de vos leads, voilà, de vos prospects, de votre audience, ne serait-ce que par, ça peut être par un post, ça peut être par une prise de parole, ça peut être par euh, des lignes que vous avez écrites sur votre blog ou votre newsletter. En tout cas, c'est votre voix qui va marquer votre empreinte personnelle, qui va construire, ben, en fait, un goût laissé derrière vous. Jeff Bezos aime bien dire, c'est une citation qui est assez donnée, mais j'aime bien la redonner, c'est
votre marque personnelle et ce qu'on dit de vous une fois que vous avez quitté la pièce. Hmm. Moi, j'aime bien rajouter, et j'en parle dans le livre, c'est aussi ce qu'on dit de vous avant que vous entriez dans la pièce. C'est-à-dire ce que on a vu sur vous quand on a tapé votre nom sur Google, quand ChatGPT vous cite, quand quelqu'un parle de vous et en fait, vous n'êtes pas encore rentré dans la pièce en fait, hein. On a Hmm. parlé, donc c'est votre réputation. Donc, on va parler d'image de marque, mais moi, j'aime bien parler d'identité en mouvement parce que Ah, c'est j'adore. quelque chose. Moi, quand j'entends c'est du marketing de soi, ça ne me parle pas. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout mon approche. C'est pour moi quelque chose de bien plus profond. C'est une question d'identité, une question de quel professionnel j'ai envie d'incarner en lien avec mes valeurs profondes, en lien avec la Hmm. direction que j'ai envie de donner à mon business, en lien avec la communication que j'ai envie de donner. Et c'est des choses très concrètes. Quand on fait descendre dans l'opérationnel, ça va être va être ma ligne éditoriale, quelle est la photo de profil que je vais faire, ou alors quel est le brief que je vais donner au photographe pour cette photo de profil, comment je me définis sur LinkedIn, quel ton j'emploie dans mes posts, Hmm. enfin, quelle posture je prends dans les vidéos. Et tout ça, ça vous appartient en fait. Donc, C'est propre. voilà, c'est une carte d'identité professionnelle avec plein d'éléments Hmm. constitutifs de votre signature, Alors, qui t'en fait parles qu'en fait, vous justement. êtes identifiable parmi plein d'autres. T'en parles un peu dans le livre, donc il s'appelle J'ai peur, mais j'y vais, parce qu'on va Oui, revenir il sur est là. cette peur. Oui, qui est juste là, et vraiment qui est hyper intéressant. Je ne l'ai pas complètement fini, mais tout ce que j'ai lu m'a vraiment parlé et m'a parfois forcé à me dire, ok, bon, faut se bouger là sur cette ligne-là ou sur cette chose-là. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi important pour les dirigeants, les entrepreneurs, même les cadres dirigeants aussi en entreprise, d'investir cet espace-là pour toi? Ouais. Alors aujourd'hui, si tu veux, la communication, et je pense depuis le Covid, Mm. les codes de la communication ont énormément bougé. Aujourd'hui, une marque ne peut plus se reposer uniquement sur avoir un logo, avoir un site internet et puis une page entreprise. Mm. Les gens veulent du lien et ils veulent du lien authentique, ils veulent des liens avec des ambassadeurs, ils veulent du lien avec des points de contact humains, en fait. Et aujourd'hui, donc, une marque entreprise a la nécessité d'avoir une voix humaine Mm. pour vivre, pour communiquer et pour créer ce lien entre l'humain de l'entreprise et l'audience humaine. Mm. OK? L'humain qui Donc, parle à l'humain aussi, quelque part. mais c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, avoir un logo, avoir un site internet, c'est très très bien. Mais le premier réflexe aujourd'hui, c'est d'aller regarder comment les gens se définissent sur les réseaux sociaux, en Mm. fait. Bien sûr. Que ce soit dans un recrutement RH, que ce soit en fait quand on va pitcher un dirigeant ou qu'un dirigeant en fait va se présenter ou va commencer comment dire, à démarcher aussi. Enfin, enfin, un dirigeant ou un cadre où un entrepreneur aujourd'hui a besoin d'incarner une voix et avoir une image complète en Mm. fait. C'est ça avoir une marque. Mm. Donc c'est très bien d'avoir une marque produit puisque vous allez vendre des produits, des services évidemment, mais ce qui était fondamentalement prioritaire comme avoir un site internet, ben aujourd'hui c'est complètement secondaire. C'est-à-dire qu'en fait on peut tout à fait se lancer et avoir un lien Calendly si tant est que votre profil LinkedIn est super complet et parle déjà de vous. Et ça, ça vaut tous les sites web du monde, toutes les sites Mm. vitrines du monde. Parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en avoir, hein. Non, Attention, mais c'est pas indispensable pour se lancer, par exemple, ou indispensable. la Par contre, partie aujourd'hui, ce qui est LinkedIn. indispensable, pour moi, la première chose, c'est la refonte d'un profil LinkedIn Ouais. Et les qui vous communications qu'on ressemble. peut avoir aussi sur C'est ça. LinkedIn. La nouvelle vitrine, c'est Mm. plus le site vitrine, c'est la page LinkedIn vitrine. Ouais. Et dans ton titre, justement, dès le titre, dès les premiers mots, tu poses le cadre. C'est parce que ce titre, il parle à tout le monde. Pourquoi aujourd'hui les gens n'investissent pas cet espace malgré tout ce qu'il y a
à gagner, à obtenir, à créer comme opportunité aussi d'échange, de communication, pour se nourrir intellectuellement. Ça commence par j'ai peur. Ouais. Et juste, ça parle à tout le monde. Mais c'est quoi les plus grandes peurs que toi tu vois et le plus gros frein que tu aimerais déverrouiller? Alors, souvent, ce sont beaucoup d'excuses, type je n'aime pas ce que les autres font, alors je ne veux pas y aller. Hmm, Genre, ce qui se passe sur LinkedIn, ça me parle pas, j'ai pas envie de ressembler à ça. Et bah, en fait, moi, le premier réflexe de réponse, c'est qui t'a demandé de faire pareil? Puisqu'on est là pour se différencier. Donc voilà, justement, tu as donc une opportunité pour créer de la différence. hmm. Donc voilà, sauf que les gens ont peur d'être différents. Oui. Ils ont peur, ils se disent, bon, bah, c'est soit être différent et être tout seul, soit ressembler aux autres et j'aime pas ce qu'ils font. Voilà. Sauf que, en fait, évidemment, c'est là où ils doivent comprendre, intégrer que la différence ne les isolera pas. Hmm. La La différence différence rassemblera. va, voilà, va attirer des personnes qui vont les soutenir, vont forcément on ne plaira pas à tout le monde et c'est bien toute l'idée, mais en tout cas, ça ne va pas les isoler. Par contre, ils vont avoir le spotlight. Ça comporte d'être critiqué, d'être regardé, et tout le monde n'aime pas ça en principe. Mais je vais te dire, je ferai pas ça comme métier. Peut-être que moi aussi, j'aurais envie juste qu'on me laisse tranquille et que je sois dans ma cave. J'ai un côté très introverti, contrairement à ce qu'on peut imaginer. J'aime qu'on me laisse tranquille, j'aime être seule. Voilà, donc je peux comprendre en fait ça. Mais arrive un moment, il faut se poser aussi les bonnes questions. Hmm. Si tu as une problématique de visibilité parce que tu es entrepreneur, si tu as une problématique parce que tu es dirigeant et que on te demande de prendre le leadership et de créer un leadership d'opinion, et donc bah, ça passe par la prise de discours et Hmm. la prise de parole. Ou bien tu en as marre de ton job, donc tu commences à regarder ailleurs. Mais aujourd'hui, les codes ont changé et les recruteurs vont regarder aussi comment tu te comportes en ligne. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc, c'est bien d'avoir, de se dire, ah, mais moi, je peux pas, machin. Est-ce que tu en as le luxe déjà? Est-ce que tu peux en faire l'économie? Et puis, quand bien même, au-delà de regarder les choses sous l'angle de la peur, si on se dit, bah, en fait, bah, pourquoi pas exprimer ses idées et que ces idées ne sont pas ben voilà, des choses qui vont m'isoler, mais Hmm. plutôt m'aider à m'affirmer, Hmm. à trouver des opportunités, et trouver peut-être des personnes qui vont me soutenir ou qui pensent comme moi, des partenariats, des synergies. Voilà. Pourquoi se priver de ça en fait? Ah mais alors tu prêches une convaincue pour le coup. Il y a 2 ans en arrière, 3 ans, je postais très peu, jamais pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, ce fameux j'ai peur. Et bien un jour, j'ai dit mon ok, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et je pense que depuis que je publie, en l'occurrence sur LinkedIn ou les autres réseaux sociaux ou à travers ce podcast, j'ai jamais créé autant de contacts, d'opportunités, d'échanges, de personnes qui m'ont envoyé des messages en privé en disant oh, merci, ça résonne. Ou merci, j'avais jamais vu les choses comme ça. Ou des occasions de rencontrer des personnes comme toi, par exemple, aujourd'hui, et de parler de ces sujets autrement. Parce que le personal branding n'est pas mon domaine d'expertise, mais tu vois, de nourrir les échanges. Si j'avais pas franchi ce cap de j'ai peur, mais j'y vais quand même, Mhm. en fait, il y a tout, je serais passée à côté de tout ça. Ben, et moi aussi. Non, mais tu Voilà, vois, on serait pas là à se parler si j'avais pas fait ça. hmm, Et ça demande effectivement le courage de se regarder et de laisser les autres nous voir un peu en vulnérabilité, nous voir sauter un peu dans le vide aussi. Donc ça demande, en fait, ça demande vraiment de prendre son souffle et d'y aller, et puis après de relativiser, hein. Je veux dire, personne n'est mort parce qu'on a posté sur LinkedIn, faut arrêter. Donc hmm, voilà, revenir à pourquoi je le fais de façon très pragmatique. Moi, j'aime bien les choses très pragmatiques. Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce hmm, que je transmets? Et voilà, et c'est bon en fait. Et à partir de là, on construit une stratégie qui va dans le sens des objectifs. On sait pourquoi on le fait, on sait pourquoi on poste, on sait pourquoi on dit ça. hmm. Et après, voilà, on peut allier stratégie et création, et c'est là où ça devient vertueux et ça devient beau en fait.
Hmm. Tu... Ce livre, j'ai peur, mais j'y vais. Si il y avait... Qu'est-ce qui t'a motivé, enfin, à l'écrire? Parce qu'écrire un livre, c'est long, c'est quand même énormément de travail, énormément d'investissement de temps et personnel. C'était quoi ton mantra, ton leitmotiv? Alors moi, en fait, j'avais énormément de choses à dire. Mm. Et en fait, ce livre, c'est aussi, en fait, le résultat de séances de travail avec tous mes clients, en fait, tous les enseignements que j'ai pu avoir avec l'accompagnement. J'ai énormément écrit de contenu, j'ai énormément écrit de newsletters. Et en fait, Mhm. je me suis dit, mais en fait, il faut que je fige ça. Je D'accord. veux, enfin voilà, mon audience, elle est scalée. Que ce soit la newsletter, à l'époque j'avais une newsletter, ou les réseaux sociaux. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie d'ancrer les choses, que ça reste, que ce soit pérenne. J'ai envie de faire quelque chose qui soit utile, que ça soit dans les mains de personnes qui peut-être ne me connaissent pas aujourd'hui, mais vont chercher à sortir de leur timidité ou à trouver des clés. Eh bien, j'ai envie de faire partie de ces personnes qui vont leur apporter ces clés. Donc, j'avais envie d'ancrer les choses pour qu'elles soient durables. Euh, pour moi, c'était important de bâtir un apprentissage, une méthode qui puisse être voilà, pérenne et puis que même à l'heure de l'IA, ben, en fait, quand même, on peut se référer quand même à ce livre malgré tout parce que on parle quand même de peur et on parle quand même de créativité. Et dans les deux cas, IA ou pas IA, eh bien, c'est des sujets, je pense, qui Mm. suivent un humain, peu importe l'ère dans laquelle il vit. Oui, parce que bon, quel que soit l'IA, la personne, enfin, le mécanisme, le processus de se décider à se lancer et de cliquer sur publier, si je puis dire ça comme ça, reste quand même très personnel. Et ces peurs, ces fameuses, j'ai peur, mais j'y vais quand même, le déclic, il vient de toi. Oui. Sinon, ça marche pas, et sinon, cette marque personnelle ne te ressemble pas et n'accroche pas. Exactement. Exactement. Quand je vois trop de contenu, j'ai pas de problème avec l'intelligence artificielle, entendons bien, c'est juste, je vois que les personnes n'arrivent plus à décrire ce qu'elles ressentent, elles n'arrivent plus à écrire ce qu'elles pensent, Mm, ou bien c'est la résultante, je ne sais pas, hein, d'une flemme, tout simplement, d'une paresse mentale, parce que ben, c'est déjà là. Donc en fait, il n'y a pas de problème à utiliser l'IA, mais est-ce que ce que l'IA propose te ressemble vraiment? Et ouais. la plupart du temps, je vois tellement de contenu tellement homogène Mm, que j'en doute en fait. Et il est là le débat, c'est qu'en fait l'IA, c'est génial, ça fait gagner un temps de dingue, mais si elle n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas entraînée, si tu n'as pas défini ton style et que tu ne te connais pas, elle ne fera rien pour toi, elle va pas t'inventer une personnalité, hein. mm. Donc voilà. Oui, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte, je pense, et tu as tout à fait raison de le souligner. Un, c'est aussi ce côté produire pour produire. Le fait, bon, j'avais dit que je ferais un post, je fais un post, ça c'est fait, check, peu importe la qualité du contenu. Ouais. Et ce côté, comment, la richesse, elle réside dans la nuance, dans les nuances. Quand tu dis, les gens n'arrivent même plus à écrire leurs pensées ou à savoir ce qu'ils pensent. Mm. Pourtant, c'est toute la richesse réside dans les mots utilisés, dans toutes ces nuances. C'est ce qui Oui. fait notre singularité, encore une fois. Tout à fait. C'est, moi, je sais que, en fait, ce qui m'a aussi beaucoup aidé dans l'apprentissage de l'écriture, c'est d'écrire des lettres, d'écrire, voilà, écrire ce que je pense, écrire ce que je ressens. Et que ce soit sur quelque chose de plus intime ou sur un sujet beaucoup plus public ou professionnel, eh bien, en fait, c'est toujours la même mécanique, c'est d'être en contact avec son soi profond, en fait. Comment j'accueille les choses, comment elles me font me sentir, c'est quoi l'image qui me vient tout de suite quand je lis un truc qui me plaît pas, comment,
comment j'aurais envie de le dire. En fait, si Mm, j'avais pas de frein et que j'ai envie de faire vraiment passer le message de façon très directe, en fait, moi, ça m'a beaucoup aidé, ça, en fait, mm, de savoir exprimer ce que je pense et ce que je ressens. mm, Et du coup, adapter au monde professionnel, c'est aussi ça qui m'a aidé à, en fait, à, à faire du livre quelque chose de très accessible. mm. Voilà. Ouais. Alors là, pareil, tu parles à une adepte de l'écriture, du sound download, des flots de pensée, ce genre de choses, pour Mm. justement se reconnecter, ok. Et très fréquemment, je m'inspire de ce travail-là où j'écris juste pour moi, pour ensuite aller éventuellement créer des posts qui vont suivre derrière. Mais si je prends pas ce temps de me reconnecter à moi, la créativité, bah, je peux l'attendre longtemps. Elle vient pas toute Ben seule. ouais, puis elle apparaît pas et je pense que je pense que la créativité c'est aussi être en mouvement, c'est aller voir ce qui se passe dehors, c'est être en Mm, conversation avec les gens, c'est pas être tout le temps seul avec son outil, avec son Mac, avec son ordinateur, avec son iPhone. Et ça, je le sais parce que en fait, même si en tant que créative, hein, je le sais parce que moi, je sais que mes meilleures idées, c'était quand je prenais mes pauses, c'était quand j'allais faire un running, c'était quand voilà, quand j'avais des conversations avec les gens. C'était pas en regardant les innovations sur des sites. Alors oui, ça donne de l'inspiration, ça vient soutenir des idées, ça vient nourrir la banque d'images et la banque de références personnelle. interne Mm, du cerveau, bien sûr. Mais après, je pense que c'est important de couper et de faire autre chose, d'être en mouvement, de faire une activité qui, en fait, te détend. Peu importe ce que c'est, tu trouves ton activité qui te mm, détend et qui fait que tu vas lâcher prise. Et là, ton idée, elle sort, en fait. mm. Que ce soit une idée de contenu, une idée de poste, une idée de... Voilà, De une idée de tout, en produits, de fait business ou de autre, c'est là que ça business, une idée s'éclaircit. de logo, une idée de tout ce que tu veux. Je pense que c'est dans le lâcher prise. Et évidemment, ça se trouve dans n'importe quelle Mm. activité physique, intellectuelle, ce que tu veux. Mais à un moment donné, il faut que tu coupes avec ce que l'extérieur t'envoie. Quand tu as trop d'informations, ben, en fait, tu n'arrives plus à produire ou en tout cas à créer. Et Ouais. ça, c'est important. C'est pour ça que il y a plein d'artistes ou plein d'écrivains qui parfois se coupent parce qu'en fait, ils ont besoin, en fait, De l'extérieur souffle. devient une agression Ouais. finalement, un trop plein d'informations. Mm. Donc voilà, donc je pense que c'est important de nourrir et puis ensuite couper pour mieux redonner en fait au monde. Ok. J'avais justement une question pour clôturer, parce que je pense qu'on pourrait encore en discuter très longtemps, mais pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ressentent justement cette peur et n'osent pas encore, quel serait ton meilleur conseil ou ton premier conseil? Pas forcément le grand saut, tu vois, mais un premier petit pas. Alors pour moi, le premier petit pas, mais alors vraiment en small step, hein, c'est déjà d'aller commenter, mais des vrais commentaires, des vrais Ouais. commentaires. Des Pas juste des commentaires, likes. non, parce que le like est paresseux, surtout quand il est juste bleu. Ouais. Il implique rien. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des likes avec des cœurs, des applaudissements. Là, déjà, on a un peu plus mouillé le t-shirt, on a un peu plus dit ce qu'on pensait ou ce qu'on ressentait, son positionnement face à la communication, au sujet qu'elle traite. Mais quand on commence à commenter, bah là, on s'implique, on Mm. prend part à la conversation. Donc, c'est comme si on était à table et qu'on disait, Ouais. moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Donc, c'est peut-être pas moi qui ai amené le sujet, c'est peut-être pas moi qui me suis positionnée d'abord sur le sujet. Par contre, je prends part à la conversation. Et ça, c'est très fort. Et un commentaire aujourd'hui, ça a énormément de valeur au vu d'un algorithme, hein. Mhm. Mais si tu vois tout le temps une personne qui commente des choses smart, intéressantes, qui apporte des sources, tu vas retenir le nom de cette personne. Donc ça aussi, c'est du personal branding. Pour moi, commenter, ça a un certain pouvoir. D'accord. Donc, le premier petit pas sur justement pour traverser ce j'ai peur, mais j'y vais parce que Bah, je cliquer commence par ouvrir ma bouche voilà, et parce que à cliquer sur m'exprimer. publier, ça fait peur. Voilà. Et ben au Voilà. moins commenter Ouais. intelligemment, Commenter les s'engager. publications des autres, Ouais. mais de façon impliquée, pas juste bravo, merci, c'est très inspirant. Quelque chose d'impliquant Hmm. qui va faire que on sent que vous êtes passé par là. Vous avez posé une question Ça a intéressante, vous avez donné résonné. un avis, vous avez, je sais pas moi, même fait une blague, hein, j'en sais rien, hein, mis une ressource, quelque chose qui fait que ben vous avez levé la main dans Hmm. l'assemblée et vous avez
En fait, il faut vraiment retranscrire ça à la vraie vie. Vous êtes en conférence, vous levez la main. C'est pas pour dire bravo, c'est très inspirant. En principe, c'est aussi pour ajouter soit une question, soit un point de vue. Mm, Après, on peut juste dire merci, mais ça avance, ça fait pas avancer le débat. mm. Qu'est-ce qui va faire que ça va avancer le débat, et pour vous et pour les autres, qu'on va se souvenir de vous, mais surtout que vous allez amener quelque chose d'utile à la communauté. Il faut penser utilité et communauté. On est sur LinkedIn, ça reste une Communiquer. communauté. Et une Mm, communauté, elle ne fonctionne que lorsqu'on s'entraide et mm. on se donne de l'utilité, on Ouais. se rend service. Ça ne Euh, fonctionne que si on y met quelque chose au nous exactement. aussi, notre Exactement. touche, notre vision, avec notre unicité, notre singularité, encore une fois. C'est ça, exactement. Donc voilà, le propre d'une communauté, c'est de mettre en commun. Donc qu'est-ce Mm. que je mets au centre de la table qui m'appartient? Ok, Voilà. super. Bon, merci mille fois, Lucie, Avec pour plaisir. Merci ce à toi, temps. Stéphanie. Bien évidemment, je vais mettre ton profil LinkedIn et tes contacts dans le commentaire. N'hésitez Je suis pas. également sur Instagram, si les personnes veulent me suivre Eh aussi. ben, Voilà. super. Je mettrai les lieux dans les lieux. Je mettrai les deux en lien dans le commentaire de l'épisode. N'hésitez pas à contacter Lucie pour parler de personal branding ou si justement vous hésitez. Et son livre est passionnant aussi, donc vous pouvez bien évidemment aussi aller le chercher chez Duno. Merci Merci. beaucoup, Lucie. Merci à toi.